Mais ça s'accroît d'année en année, de compétition en compétition. Quand on parle de football, on parle surtout d'argent, de la valeur des joueurs, comme si les joueurs étaient devenus des valeurs en bourse. Voilà. Mais les valeurs en bourse que sont les joueurs, ça fait également longtemps. Les transferts des joueurs, on en parlait dans les années 70, dans les années 80, et plus encore on en parlait, ce n'était plus les mêmes. Les chiffres étaient encore... C'est lié à la professionnalisation du football, Robert Redeker. Le football est professionnel depuis les années 20. Ce n'est pas lié uniquement à la professionnalisation. D'abord, c'est lié aux droits TV, à l'explosion des chaînes de télévision et des droits que cela implique. Voilà, c'est lié principalement à cette chose-là. Bon, c'est lié aussi à une forme de mondialisation des zones des chaînes TV et mondialisation des enjeux publicitaires autour des joueurs. Comme il y a, on le verra d'ailleurs tout à l'heure en chiffres, 1 milliard de personnes qui regarderont par exemple la finale, en tous les cas c'est l'estimation, ça crée justement tout un appel d'air pour la publicité et donc pour les enjeux financiers. Voilà, cela fait 1 milliard de consommateurs potentiels. Un marché énorme. Ou sans doute plus, ce qui est nouveau, et ce n'est pas sans conséquences sur ce qu'est le football. Et on a vu effectivement, on a vu également les sommes astronomiques, records, qu'ont atteint les droits de retransmission de la Ligue 1 récemment, qui dépasse justement le milliard d'euros. Que vous inspire l'actuelle équipe de France ? Des joueurs sympathiques, une équipe juvénile, un coach qui ressemble un peu au fond à Aimé Jacquet, alors on sait ce qui est arrivé. Donc oui, je voulais dire des joueurs moins antipathiques probablement que les générations précédentes. Voilà ce que m'inspire. Quand vous dites les générations précédentes, vous faites référence à la génération Ribéry, ceux qui ont joué à Naïsna, ou bien à la génération Zidane, la génération Platini? Non, génération Zidane, génération Platini, c'était autre chose. Vous êtes nostalgique de cette époque-là? On peut être nostalgique du jeu de Platini, de ce qu'était l'équipe de Michel Hidalgo, du France-Allemagne de Séville, qui a sans doute été le plus beau match, je trouve, de l'histoire du football, avec un élément très important de la dramaturgie footballistique, l'injustice. Voilà. Le football, c'est quand même la mise en scène du monde, et il faut que l'injustice soit présente, et que Schumacher ne soit pas sanctionné, que l'équipe de France soit battue par l'Allemagne. C'est injuste, et c'est ce qui fait la force d'un match pareil. Voilà. C'est bien ou c'est mal à vos yeux, ça? Oui, du coup... C'est bien ou c'est mal? C'est bien. Pourquoi? Voilà, que ce soit injuste. C'est parfaitement... parce que là, vous n'êtes pas d'accord avec la plupart des Français. Et je ne suis pas d'accord aussi avec l'introduction de l'arbitrage vidéo, qui va... L'innovation de ce mondial. Voilà, qui va transformer les matchs en quelque chose, finalement, c'est la technique qui décide, c'est plus l'homme qui décide. Et si c'est la technique qui décide, l'injustice disparaît. Or, la beauté du match dont nous parlions et du football en général... La demi-finale donc, de la Coupe du Monde 1982, où le gardien de but, Harald Schumacher, blesse Patrick Battiston et le penalty n'est pas sifflé, la faute n'est pas sifflée. Et Schumacher n'est pas sanctionné. Et là, c'est la tragédie grecque. Voilà. Et la France est éliminée à la fin. Et la France est éliminée. Moi, je crois que le football ressemble à la tragédie grecque quand il y a de l'imprévisible et de l'injustice. Si c'est la technique qui décide, eh bien tout est rationnel, tout est planifié, mais cette dimension profonde aura disparu. Alors c'est magnifique si ça ressemble, pour le philosophe que vous êtes, à la tragédie grecque, le football. Ça met en jeu le monde. Voilà. Dans le livre, je crois que je parle de fable, mais ça peut être aussi la tragédie. Albert Camus a dit que deux choses faisait naître en lui le sentiment d'innocence, deux choses très parallèles, c'est le théâtre, quand il allait au théâtre, et c'est le football, quand il allait voir des matchs de football. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le football? La même chose que le théâtre, c'est-à-dire une fabrique d'innocence. Nous devenons innocents lorsque nous regardons un match de football et lorsque nous regardons une pièce de théâtre. Est-ce que vous partagez cette innocence quand vous regardez les matchs de football, en particulier la main magique de Ribéry ou bien la faute d'Harald Schumacher? C'est la question qu'on vous pose. Également, vous nous donnez vos réactions. On les donne juste dans la deuxième partie de cette émission. Vous en prenez dans votre livre au nom des stades de foot. On voit d'ailleurs dans les noms des stades de foot
notamment la marque Arena qui est très présente dans les stades de foot de la Coupe du Monde. Oui. Et là, on voit le nouveau stade, des images du nouveau stade de Bordeaux, le Matmut Atlantique, qui est maintenant de l'autre côté de la Garonne, dans le quartier de la Bastide, et qui n'est plus l'ancien parc Lescure, le stade Jacques Chaban-Delmas. Vous dénoncez l'Allianz Riviera à Nice, ou bien encore le Groupama Stadium à Lyon, qui n'est plus le stade Gerland. Parce qu'un nom, c'est une histoire. Voilà. Ce n'est pas un logo, ce n'est pas une marque. Les logos des marques sont des choses très abstraites. Et je crois que cela témoigne d'une tendance à déraciner les joueurs, les supporters, les spectateurs, à les déraciner de leur histoire. Voilà. Le football, écrivez-vous, est devenu un sport individuel. Alors ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Oui. Que se passe-t-il avec la montée financière que nous avons aujourd'hui et avec la nécessité pour les joueurs de faire de la com autant que du jeu, c'est-à-dire le résultat de la com faisant partie de leurs revenus, étant une des pressions sur leur salaire, c'est que les joueurs d'une même équipe deviennent rivaux. Et l'adversaire, c'est autant le joueur de l'équipe contre qui l'on se trouve que le joueur d'à côté. Vous avez un exemple, par exemple, en tête ? Il se trouve qu'au Paris Saint-Germain, il y a eu une rivalité pour tirer les pénaltys, par exemple, entre Cavani et Neymar. Voilà. Et ça, c'est pour vous la conséquence justement de cette financiarisation et du fait que chaque joueur est une tête de gondole pour des marques, pour la publicité. Et des progrès dont on ne sait pas où ils s'arrêteront, de l'individualisme qui peut nuire au comportement des équipes. Voilà. Je pourrais faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé au rugby. On m'en excusera. L'on a vu une finale Castres-Montpellier où la solidarité a triomphé d'une équipe de mercenaires dans laquelle chacun était adversaire de chacun de ses partenaires. Par contre, les Herbiers ne l'ont pas remporté contre Paris Saint-Germain. Et même l'entraîneur des Herbiers a glissé à l'oreille d'Emmanuel Macron juste avant le début du match. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. La langue du foot, écrivez-vous, est celle d'un nouveau pouvoir. Oui, le pouvoir que représente, par exemple, notre récent président de la République. C'est un pouvoir idéologique qui s'ancre profondément, que l'on cherche à ancrer profondément dans les esprits. C'est aussi quelque chose, je trouve, de dépolitisant. Voilà, de dépolitisant au sens où cela ressemble, où on s'en sert pour transformer l'État en une start-up. Je ne trouve pas que pour un pays de citoyens, le citoyen c'est quelqu'un de rugueux, ce soit une très bonne utilisation du football. Mais on peut l'aimer encore et l'on va regarder, je vais regarder la plupart des matchs. C'était ma dernière question. Peut-on encore aimer le football ? Eh bien, vous avez toutes les explications justement sur la transformation du pays pas en start-up par le football. Et également, vous le racontez très bien dans votre tribune ce matin à lire sur lefigaro.fr. Je vous laisse vous installer autour de la table. On va en parler, répondre aux questions des internautes en deuxième partie. Mais on va appeler Vincent Chaudel, qui est spécialiste justement des chiffres et du business du foot. 1 milliard de téléspectateurs.